Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 11 décembre 2025 et nos chers amis Richard D. Wolff et Michael Hudson sont avec nous. Bon retour parmi nous, Richard et Michael. Chronologofniol Desi. Please subscribe and hit like button and follow. Veuillez vous abonner, cliquez sur le bouton j'aime et suivre Richard et Michael. Vous pouvez voir juste en dessous de leur nom sur l'image qu'il est indiqué democracyatwork.info. Vous pouvez aller sur ce site ou sur la chaîne YouTube. Et pour Michael Hudson, c'est michaelhudson.com. Vous pouvez y trouver les transcriptions des entretiens que nous réalisons ici dans ce podcast, ainsi que de nombreux autres articles que Michael publie habituellement sur son site. Commençons avec vous, Michael, à propos de la nouvelle stratégie de sécurité nationale des États-Unis. La nouvelle doctrine semble identifier ou cibler la Chine comme principal ennemi des États-Unis. Voici donc la question. Si la sécurité des États-Unis dépend du contrôle de l'environnement des autres nations, les États-Unis peuvent-ils jamais se sentir en sécurité dans un monde où les puissances montantes insistent sur leur souveraineté, Michael? Rising powers insist on sovereignty, Michael. Eh bien, c'est exactement le problème, Nima. Pour les États-Unis, la sécurité signifie la capacité de contrôler le reste du monde, l'environnement, les autres pays. Et dans la mesure où ces derniers possèdent leur propre souveraineté, leur capacité d'agir de manière indépendante rend la politique étrangère américaine inquiète. Mais le problème, c'est que lorsqu'elle tente de résoudre cette insécurité en encerclant l'Asie et le reste du monde avec ses 800 bases militaires, cela menace à son tour la sécurité des autres pays. Il existe donc une asymétrie fondamentale inscrite dès le départ dans tout le concept de sécurité américaine. Et c'est précisément ce que Vladimir Poutine essaye d'expliquer à l'équipe de Donald Trump depuis presque un an. Trying to explain to Donald Trump's team. He says security should be for all countries mutually. Il affirme que la sécurité doit être mutuelle pour tous les pays et que l'expansion de l'OTAN en Ukraine ou dans les régions entourant la Russie constitue une menace pour sa sécurité. L'idée est qu'on ne peut pas transformer l'insécurité de l'Amérique en insécurité militaire réelle pour d'autres pays. Eh bien, le facteur unique à l'origine de toute cette insécurité économique et militaire, c'est la Chine. Depuis la conférence de Bandung, des pays non alignés en 1955, lorsqu'ils étaient appelés les nations non alignées, ils cherchent à se libérer de l'héritage du colonialisme et de l'impérialisme financier, de leurs déficits commerciaux, ainsi que du contrôle de leur politique de développement par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, qui servaient les intérêts des États-Unis. Eh bien, la même situation existait dans les années 1970 avec la tentative de créer un nouvel ordre économique international. Le problème était que ces pays pouvaient se plaindre, mais ils n'avaient pas vraiment d'alternative à leur dépendance vis-à-vis du commerce américain, des investissements américains, et de l'ensemble du système financier mondial, qui était contrôlé par les États-Unis dans leur propre intérêt, la norme des bons du Trésor, la manière dont les banques centrales étrangères vendent leurs réserves. Ainsi, au cours des dernières décennies, la Chine a réalisé pour la première fois de grands progrès vers son autosuffisance grâce à sa politique de socialisme industriel, aux caractéristiques chinoises et à ses liens croissants de commerce et d'investissement avec le reste de l'Asie, menés par les échanges avec la Russie et l'Asie centrale dans le cadre de l'initiative La Ceinture et la Route. Pour la première fois, le reste du monde a la possibilité d'être mutuellement interdépendant, sans dépendre réellement du marché américain. Dans la mesure où ces pays parviennent à s'en détacher, à dédollariser leurs économies et à transférer leur dépendance vers la Chine et la Russie pour la fabrication et les matières premières, remplaçant ainsi essentiellement les États-Unis.
Eh bien, c'est pourquoi, comme vous l'avez souligné plus tôt, les États-Unis qualifient la Chine et la Russie de concurrents et non d'ennemis. Mais en réalité, ils ne sont pas vraiment en concurrence, car ils ne font pas partie du même système économique. La Chine suit essentiellement la même logique, réinventant la roue que la Grande-Bretagne, l'Allemagne et les États-Unis ont suivi au XIXe siècle. En adoptant une économie mixte avec des infrastructures de base pour le transport, la communication, la santé et l'éducation, fournies et subventionnées par l'État. Les États-Unis eux-mêmes se sont désindustrialisés, non seulement en s'appuyant sur des pays étrangers à main-d'œuvre bon marché pour faire baisser le coût du travail américain, mais aussi parce que la financiarisation qui s'est produite est fondamentalement en contradiction avec le capitalisme industriel. Le capitalisme financier, à l'américaine, a utilisé les bénéfices des entreprises non pas pour investir dans la construction de nouvelles usines, l'embauche de main-d'œuvre ou le financement de la recherche et du développement afin de croître, mais plutôt pour des rachats d'actions et des versements de dividendes, afin de faire monter les cours boursiers et de gagner de l'argent à partir de l'argent et non de l'industrie. On a donc réellement, comme nous en avons déjà parlé, deux systèmes différents qui façonnent le développement du monde. Le socialisme industriel, très proche du capitalisme industriel de la fin du XIXe siècle, et le capitalisme financier aux États-Unis qui a sapé l'économie américaine. Ainsi, la stratégie de sécurité nationale concerne en réalité la manière dont l'Amérique va résister à son déclin et à la perte croissante de son pouvoir économique, militaire et monétaire au profit de la Chine. Les pays du monde entier commencent à se dédollariser, c'est-à-dire qu'ils commercent dans leur propre monnaie plutôt qu'en dollars américains. La Chine a créé un système de paiement électronique alternatif afin que les pays n'aient plus à passer par le système européen SWIFT pour le règlement bancaire, un système que les États-Unis ont militarisé en menaçant de couper la Russie et évidemment la Chine elle-même. De cette façon, ils peuvent interférer avec et bloquer la capacité de ces pays à financer leur propre commerce extérieur et leurs investissements. La Chine a déjà déclaré, « Eh bien, vous savez, nous n'avons pas besoin de dépendre des États-Unis. Les choses n'ont pas à se passer ainsi. » Eh bien, cette menace venant de la Chine, affirmant que les choses n'ont pas à se passer ainsi, est-ce que les États-Unis considèrent comme la grande menace pour leur sécurité nationale? Encore plus inquiétant est le fait que d'autres pays, en se dédollarisant, se retirent de ce que j'ai appelé le standard des bons du trésor de la finance internationale, qui a commencé lorsque les États-Unis ont abandonné l'étalon or en 1971. Avant cela, le général de Gaulle, les Allemands et d'autres pays recevaient tous ces dollars que les États-Unis inondaient dans le monde à cause de leurs dépenses militaires en Asie du Sud-Est et ailleurs. Ces dollars se retrouvaient en grande partie dans les banques centrales européennes qui les échangeaient contre de l'or. Les réserves d'or américaines ne cessaient de diminuer, et c'était là la mesure fondamentale du pouvoir. Eh bien, comme je l'ai décrit dans Super-impérialisme, une fois que les autres pays ont été contraints de ne pas investir dans l'or, ils n'avaient qu'une seule alternative, les titres du Trésor américain. Ils ont donc financé non seulement le déficit budgétaire des États-Unis, largement de nature militaire, mais aussi le déficit de la balance des paiements américaine, qui correspondait entièrement à l'ensemble des dépenses militaires américaines à l'étranger. Ainsi, l'épargne et les dispositifs monétaires des autres pays prenaient la forme d'un financement de l'armée américaine qui les entourait partout dans le monde. C'était là le caractère fondamentalement autodestructeur de ce système. Il a atteint son apogée en 1974, lorsque les pays de l'OPEP ont créé ce qui était en réalité le marché des eurodollars,
Ils ont placé tous leurs excédents pétroliers sous forme d'investissements dans des titres américains, recyclant ainsi l'argent. Et à cause de cela, les dépenses militaires américaines à l'étranger n'ont pas entraîné de baisse du taux de change du dollar, ni provoqué la hausse correspondante des taux d'intérêt. Eh bien, tout cela touche maintenant à sa fin, car les autres pays ont le choix. Ils décident. La Chine a accepté de maintenir ses avoirs en dollars à peu près constants au cours des 10 dernières années. Mais toute la croissance de ses réserves économiques a pris la forme soit d'une accumulation d'or, ce qui a contribué à en faire monter le prix, soit de la détention des devises de ses partenaires commerciaux. Cela a laissé au dollar un rôle déclinant dans les réserves internationales, non seulement de la Chine, mais aussi d'autres pays. Le principal détenteur de dollars reste le Japon, qui accepte de les conserver et en somme de subventionner les États-Unis. Mais il existe une source encore plus importante que le Japon, et c'est la crypto-monnaie, le stablecoin. Dans le Financial Times d'hier, Martin Wolf a consacré tout un article à ce sujet, expliquant que les stablecoins devraient passer de quelques centaines de milliards aujourd'hui à environ 2000 milliards au cours des prochaines années. Cela signifie que les pays ne détiendront plus de bons du trésor, mais plutôt des crypto-monnaies, lesquelles seront ensuite investies dans des titres du trésor américain. Et bien sûr, cela accroît considérablement le risque pour les autres pays qui conservent leur argent en crypto-monnaie, dont la valeur peut fluctuer fortement et qui ne sont pas réglementés. Et ils sont essentiellement un véhicule pour les criminels, les kleptocrates et les chefs d'État, tels que Zelensky et son clan, afin de garder leur argent invisible, en apparence, pour les autorités réglementaires et criminelles de leur pays. Tout ce développement de l'autosuffisance à l'étranger est allé de pair avec la perte de la souveraineté industrielle propre à l'Amérique. On pourrait donc vraiment dire que la croissance de la souveraineté et de l'indépendance étrangère signifie qu'ils ne dépendent plus des États-Unis. C'était la capacité d'exploiter d'autres pays par leur dépendance commerciale, leur dépendance financière, la norme du dollar. C'est cela qui donnait aux États-Unis leur voyage gratuit. Et le seul groupe qu'ils peuvent vraiment exploiter aujourd'hui dans une mesure comparable est bien sûr l'OTAN. L'Union européenne est devenue en somme un singe capitulaire face à toutes les exigences de Donald Trump, car l'Europe a accepté de dépendre totalement du marché américain pour ses exportations et d'abandonner tout espoir de commercer avec le marché russe, le marché chinois et plus largement le marché eurasien. Ainsi, les États-Unis veulent au moins verrouiller l'Europe. Et la question est de savoir s'ils peuvent aussi verrouiller d'autres pays. J'ai encore des choses à dire à ce sujet sur la manière dont la stratégie américaine repose sur le pétrole, l'agriculture et d'autres éléments. Mais voilà la vision d'ensemble de ce qu'est la stratégie nationale des États-Unis et d'autres pays, et de quelle asymétrie il s'agit. Richard, lance-toi. Quel est ton avis? D'accord. Comme je vous l'ai mentionné avant que nous ne passions à l'antenne, le document publié par le gouvernement des États-Unis jeudi dernier, le 4 décembre, sur la sécurité nationale, est un document extraordinaire d'une importance historique. Et je commencerai par dire à quiconque en a le temps, procurez-vous-le. Je suis sûr qu'il est disponible à une douzaine d'endroits différents sur Internet. Lisez-le. Il n'est pas très long, une vingtaine de pages environ. Mais il réunit dans un document général une bonne partie des nouvelles orientations dont nous parlons dans cette émission depuis au moins 1 an ou 2. Je ne vais donc pas répéter ce que Michael a dit, je veux aller dans une autre direction. J'ai beaucoup appris et je continue d'apprendre beaucoup d'un professeur de sciences politiques à l'Université de Chicago nommé John Mearsheimer.
of Chicago named John Mearsheimer. He has been doing a lot of work on Il a beaucoup travaillé sur les conflits entre grandes puissances à l'échelle mondiale. Il a été l'un des premiers à identifier l'impossibilité pour l'Ukraine de gagner cette guerre. Et il analyse tout du point de vue des grandes puissances agissant les unes contre les autres. Il explique généralement cela en disant que c'est dans la nature des grandes puissances de se sentir en insécurité face à leur situation, et que tout ce qu'elles font, y compris se faire la guerre, découle de leur tentative de gérer cette insécurité. Je me suis toujours demandé pourquoi commencer le raisonnement à ce point-là. Pourquoi ne pas se demander pourquoi les gens ont peur pour leur sécurité? D'où cela vient-il? Est-ce simplement la nature humaine telle qu'on la conçoit habituellement? Sommes-nous censés penser ainsi, comme les gens le font depuis des siècles? Et je pense que la réponse est non, et que c'est pertinent en ce moment. Voici le modèle à garder à l'esprit. C'est le modèle classique de la concurrence capitaliste. Vous avez 3 entreprises qui fabriquent la même chose, disons des chaussures ou des logiciels, peu importe. Chaque entreprise sait que d'autres existent, et chacune sait que le client peut aller ailleurs s'il n'aime pas votre produit. Elles essaient donc d'améliorer leur produit en lui ajoutant de nouvelles fonctionnalités, en le peignant d'une autre couleur, en le promouvant d'une manière nouvelle et plus efficace. Mais tout ce qu'elles font pour renforcer leur propre sécurité menace par là même celle de leurs concurrentes. Car si vous réussissez à améliorer la qualité de vos biens, vous déplacez l'acheteur du produit de l'autre entreprise vers le vôtre. C'est ce que vous espérez. C'est cela que représente le succès. Le succès de chacun met en danger le succès de tous les autres. C'est la nature même de la concurrence capitaliste. Et quand on l'enseigne aux étudiants dans les départements d'économie, on fait quelque chose de très étrange. On leur explique comment la concurrence produit de bons résultats, des améliorations, de nouvelles technologies, et ainsi de suite. Et c'est vrai, la concurrence provoque toutes sortes de progrès. Mais, comme toute personne ayant ne serait-ce que 10 secondes de Hegel dans la tête le saurait, il faut alors poser la question: quelles sont les conséquences négatives de la concurrence, qui s'avèrent être aussi horribles et destructrices qu'on peut l'imaginer? La concurrence, c'est la raison pour laquelle une entreprise cherche un raccourci, utilise des matériaux moins chers, des produits de moindre qualité, fait de la publicité mensongère et accomplit une centaine d'autres actions qui découlent de la compétition. L'idée que la concurrence serait une chose universellement bonne est stupide. C'est le signe d'une incapacité à penser de manière sophistiquée. C'est le moment où le besoin idéologique l'emporte complètement sur l'honnêteté intellectuelle. Et c'est ainsi que le capitalisme se cultive lui-même. Mais pour M. Mearsheimer, et comme je l'ai dit, j'ai énormément de respect pour lui. Il m'a beaucoup appris et c'est un penseur très précieux. C'est de la concurrence capitaliste que naît l'insécurité des grandes puissances, qui prennent alors des mesures pour leur propre sécurité, menaçant tout le reste du monde. Une analogie parfaite avec la concurrence capitaliste, qui soulève la question, si nous voulons être honnêtes, de savoir si nous parviendrons un jour à résoudre le problème de l'hostilité entre grandes puissances, sans nous débarrasser du capitalisme dont tout cela découle et sur lequel il est fondé. Et si nous passons de l'ensemble des concurrents actuels à une nouvelle configuration de concurrents dans 20 ans, tout comme ceux d'aujourd'hui diffèrent de ceux d'il y a 20 ans. Le document du 4 décembre nous montre à quel point l'Europe a décliné. Les Européens vont maintenant devoir se poser la question suivante, qu'ils n'ont jamais osé aborder, et que la génération actuelle de dirigeants est probablement incapable même de formuler comme idée.
Here's the question. The mistake we made Voici la question. L'erreur que nous avons peut-être commise en Europe, et par nous, j'entends Macron, von der Leyen, Starmer, Merz et Meloni aussi. Ajoutons-la pour faire bonne mesure. Elle est un peu différente, mais pas assez. Ils sont désormais engagés dans une nouvelle compétition qu'ils n'ont pas comprise. Qui, entre l'Europe d'un côté et les États-Unis de l'autre, conclura en premier un accord avec la Russie et la Chine et roulera l'autre en le faisant. Mais ce n'est pas seulement une carte que les États-Unis peuvent jouer, c'est aussi une carte que les Européens peuvent jouer. Ils arrivent tard dans cette partie. Ils ont trébuché sur leur propre incapacité à voir ce que le document du 4 décembre leur montre maintenant. Mais il y aura des forces en Europe qui comprendront cela. forces in Europe that will figure this out. And first among them will be the large Et les premiers parmi eux seront les grandes entreprises capitalistes qui vont examiner cette nouvelle situation et se dire « Nous devons désormais faire un choix stratégique. Et il est hors de question que nous délocalisions davantage de production de l'Europe vers les États-Unis tant que ce choix ne sera pas clair. » Cela signifie que les États-Unis ne rapatrieront rien de significatif. Et ce n'est pas une bonne nouvelle pour M. Trump. Voilà donc le premier point. Ensuite, je pense effectivement que nous assistons à un changement, étant donné que dans le document du 4 décembre, ni la Russie ni la Chine ne sont qualifiés d'ennemis. L'accent mis sur la Chine est présenté comme une compétition. Les États-Unis sont, eh bien, j'espère me tromper à ce sujet, mais je crois que, dans ce document, les États-Unis ont admis qu'ils ne peuvent plus dominer le monde. Ils ne le peuvent tout simplement pas. Ils ne peuvent pas affronter la Russie et gagner. Ils ne peuvent pas affronter la Chine et gagner. S'ils veulent gagner, ils doivent limiter leur confrontation à de petits bateaux dans les Caraïbes ou à des pays comme le Venezuela. Et même cela est peut-être au-delà de leur capacité. Je pense que nous avons besoin d'un moment de réflexion. Si ce que je viens de dire est plus ou moins juste, comme je le crois, alors nous assistons véritablement à la fin de toute la situation exceptionnelle des États-Unis issue de l'ère de la guerre froide. Cela aurait dû être compris dès le début. Cela ne pouvait pas durer. Depuis 70 ans, nous suivons essentiellement une seule trajectoire, année après année, dans une seule direction, montrant que le reste du monde rattrape son retard et finira par dépasser ce que nous avons accompli dans ce pays, pour toutes les raisons évidentes. Et je pense qu'il est compris presque partout dans le monde que la véritable attitude envers les États-Unis, bien qu'elle ne puisse pas être exprimée ouvertement, car les États-Unis sont encore assez puissants, est que c'est un empire mourant, un système en déclin. Il se peut que ce ne soit pas seulement les États-Unis qui ne puissent plus contrôler le monde. Il se peut même que ce ne soit plus le capitalisme américain lui-même. C'est peut-être le capitalisme en tant que tel. Le rêve ironique des socialistes depuis 2 siècles est enfin en train de se réaliser d'une manière tangible. Vous ne pouvez pas continuer ainsi. Vous avez essayé le multinationalisme après la Première Guerre mondiale, car vous aviez compris que la concurrence capitaliste entre empires vous avait conduit à la pire guerre de l'histoire, la Première Guerre mondiale. Vous avez compris que la Société des Nations, créée ensuite pour tenter d'emprunter une autre voie, a été détruite par la tentative de défaire la réorganisation du capitalisme issue de la Première Guerre mondiale. Ainsi, Mussolini allait relever l'Empire italien et l'Allemagne, le Reich allemand et tout le reste. Et puis, nous avons essayé les Nations Unies, et la guerre froide en a fait une parodie. Mais ces efforts étaient des tentatives de trouver une manière collective de gérer nos problèmes. Nous allons découvrir, et cela viendra peut-être de l'économie, même si c'est bien sûr un de mes préjugés et celui de Michael, compte tenu du travail que nous faisons,
comme chacun le comprend. Que les entreprises individuelles en concurrence les unes avec les autres ne sont pas un don de Dieu à l'humanité, pas plus que ne l'était l'esclavage ou le féodalisme. C'est une phase temporaire. Nous avons appris à faire mieux à l'époque, et c'est là que nous en sommes aujourd'hui. Michael, Eh bien, je pense que c'est effectivement la vision à long terme et le contexte, mais ça va pas s'arrêter. Michael, tu m'entends? Quoi, tu m'entends? Oui, tu m'entends? Can you hear me? Yes, can you hear me? Yeah, I can hear you. Michael, let me ask Oui, you a je question t'entends. before going to your Michael, comments. laisse-moi te poser une question avant de passer à tes commentaires. Tu sais, quand ils essaient de présenter la Chine comme l'ennemi principal dans ce document, la NSS, la stratégie de sécurité nationale, à mon avis, cela accélère en réalité le monde multipolaire que les États-Unis tentent d'empêcher. Et l'autre conséquence de cela serait la dédollarisation. Si la dédollarisation réussit, la sécurité nationale des États-Unis, fondée sur des dépenses militaires financées par le Trésor, peut-elle survivre sans son repas gratuit mondial? Survive without its global free lunch? Well, that's really what the national security. Eh bien, c'est précisément de cela qu'il s'agit dans le plan de sécurité nationale. La question est qu'ils reconnaissent la dédollarisation. Ils reconnaissent que les États-Unis ne peuvent pas contrôler le monde entier et qu'il va réellement y avoir un ensemble de sphères d'influence. Les États-Unis, la Russie et la Chine, mais pas le Japon, en feront partie. Ce que les États-Unis peuvent sécuriser, c'est une Europe captive, bien qu'ils soulignent, comme Richard l'a dit, que l'Europe est en grande partie en train de s'effondrer, ainsi que l'Amérique latine. Les États-Unis veulent verrouiller l'Amérique latine, au moins pour son approvisionnement en matières premières et en pétrole. Et même avec la division du monde en ces différents blocs, les États-Unis ont encore un moyen de lancer une nouvelle stratégie pour la guerre froide. On peut considérer le rapport sur la sécurité nationale comme l'un des deux principaux documents de la Seconde Guerre froide. La stratégie des États-Unis est essentiellement restée la même depuis 1945, et même depuis la Première Guerre mondiale. Il s'agit de contrôler l'approvisionnement énergétique mondial, le pétrole et le gaz. La Grande-Bretagne et les États-Unis, avec les Pays-Bas, ont tenté de le faire, car si l'on peut contrôler le pétrole et le gaz du monde, on peut couper leur électricité, réduire leur chauffage, empêcher leurs usines de recevoir ce dont elles ont besoin pour fonctionner et limiter leur PIB. Ainsi, les États-Unis cherchent toujours à isoler la Russie et la Chine de la dépendance au pétrole russe. Et c'est en réalité ce dont il est question dans la guerre au Venezuela. Et l'affirmation par les États-Unis d'une nouvelle doctrine du protocole Monroe fait partie de cette nouvelle stratégie, la raviver. La semaine dernière, on a vu la politique consistant à faire exploser des pétroliers transportant du pétrole et du gaz russe. Il y a eu une autre tentative contre un pétrolier russe hier, et également hier, les forces armées américaines ont saisi un pétrolier quittant le Venezuela avec du pétrole vénézuélien. Ils n'ont pas encore annoncé où ce pétrole allait, mais Trump dit qu'il ne considère pas le Venezuela comme un pays producteur de pétrole. Il l'appelle un pays narco-terroriste. C'est comme traiter quelqu'un dans un lycée vénézuélien de caca-culotte. Les États-Unis qualifient désormais de narco-terroriste toute personne ou tout pays qui ne leur plaît pas. Tout le monde est un narco-terroriste, sauf les États-Unis, qui sont le centre du narco-terrorisme parrainé par la CIA. Et les soutiens des États-Unis, comme l'ancien président hondurien que Donald Trump vient de libérer de prison alors qu'il était l'un des plus grands narco-terroristes d'Amérique latine. Ainsi, les États-Unis se sont emparés du pétrole vénézuélien. Et hier soir, du moins au journal de 18h30 de la chaîne 7, on lui a demandé « Que comptez-vous faire du pétrole ?» Et Trump a répondu « Eh bien, je suppose que nous allons le garder. »
Donc non seulement il s'empare du pétrole que le Venezuela essaie de vendre à d'autres pays pour obtenir l'argent nécessaire à sa survie face aux sanctions que les États-Unis lui imposent, mais Trump affirme que nous sommes à quelques jours d'une invasion terrestre du Venezuela. Nous allons prendre le pétrole, nous allons le rendre aux compagnies pétrolières américaines. C'est notre base. Et cela va aider à soutenir le dollar, la balance des paiements et notre capacité à continuer de dépenser de l'argent partout dans le reste du monde. Même si la stratégie de sécurité nationale parle de sphère d'influence, elle ne dit pas que les États-Unis peuvent désormais réduire leurs bases militaires à l'étranger. Elle demande à tous les autres pays, en particulier le Quad, le Japon, les Philippines et Taïwan, d'acheter davantage d'armes américaines et de créer une menace constante contre la Chine, transformant essentiellement Taïwan et le Japon en une nouvelle Ukraine. Sont-ils prêts à mourir jusqu'au dernier Japonais? Probablement oui. Taïwan est-elle prête à mourir jusqu'au dernier Taïwanais? Je ne le pense pas. Les Philippines, peut-être, si le dictateur reçoit suffisamment d'argent des États-Unis. Ainsi, cette tentative de contrôler le pétrole semble indépendante de la division du monde en sphères d'influence. Et je n'ai pas mentionné la dépendance à l'agriculture américaine, mais bien au soja américain. Vous avez vu exactement cela. Après le pétrole, rendre d'autres pays dépendants de vos exportations alimentaires, tout en utilisant la Banque mondiale et le FMI pour les empêcher d'investir dans leurs propres réformes agraires ou de réguler leur économie afin de produire de la nourriture pour eux-mêmes plutôt que des cultures d'exportation. C'est la deuxième position qui a conduit à une guerre après l'autre contre l'Amérique latine, en commençant par le Guatemala en 1953-1954. Lorsqu'il y eut une tentative de réforme agraire là-bas, et tout l'effort des États-Unis pour combattre la théologie de la libération de l'Église catholique, qui portait entièrement sur la réforme agraire et l'autosuffisance alimentaire. Et la stratégie de sécurité nationale ne va pas dire clairement « L'Amérique n'a qu'une seule chose à offrir aux autres pays. Si ce n'est pas l'industrie et l'argent, alors c'est la capacité de ne pas leur faire de mal. Pour convenir, nous n'allons pas vous tuer, nous n'allons pas vous bombarder, nous n'allons pas vous faire ce que nous avons fait au Chili avec Pinochet, ni ce que nous prévoyons de faire et menaçons de faire avec Maduro au Venezuela. Saisir son or, comme l'a fait la Banque d'Angleterre, et le donner aux opposants du gouvernement vénézuélien. Ou simplement vous envahir et prendre le contrôle dans notre tentative de rejouer la guerre du Vietnam, cette fois en Amérique latine. Et peut-être aurons-nous plus de succès dans les forêts et les jungles du Venezuela que nous n'en avons eu au Vietnam et en Asie du Sud-Est. Voilà, c'est essentiellement ça. Eh bien, que peuvent faire la Chine et la Russie pour s'y opposer? D'une part, elles ont déjà essayé d'aider le Venezuela à se protéger en lui fournissant des armes. Nous ne savons pas quel pouvoir cela a donné au Venezuela, soit pour abattre des avions et des missiles américains, soit même pour bombarder des porte-avions et des navires américains qui préparent des armes pour l'invasion du Venezuela. L'Iran fait également partie de ce triumvirat, la Chine, la Russie et l'Iran. Vous remarquerez que l'Iran n'a pas été reconnu comme ayant sa propre sphère d'influence sur le Proche-Orient. C'est parce que c'est un tel cauchemar pour les États-Unis que l'Iran, plutôt qu'Israël et les marionnettes américaines comme l'Arabie saoudite, contrôle le Proche-Orient. Ils ne pouvaient même pas le mentionner. Mais l'Iran a une réponse très forte à tout cela. Si l'Amérique entend empêcher les exportations de pétrole russe en faisant exploser ses pétroliers, et si elle compte bloquer les exportations du Venezuela en détruisant ses navires, en envahissant le pays et en s'emparant de ses champs pétrolifères, alors l'Iran peut tout simplement couler un navire dans le golfe Persique.
Cela bloquerait la capacité de l'OPEP à exporter du pétrole par voie maritime. Et bien sûr, cela ferait grimper les prix du pétrole en flèche. La logique de l'Iran pourrait être la suivante. Si nous ne pouvons pas commercer, si les États-Unis nous empêchent de commercer par leurs sanctions, alors, s'ils nous empêchent de vendre notre pétrole, aucun autre pays du Moyen-Orient ne pourra vendre le sien non plus. Nous ferons exploser un navire, et nous n'autoriserons aucun commerce pétrolier proche-oriental, à moins que vous ne nous rendiez nos droits souverains d'exporter du pétrole à qui nous voulons, et de recevoir le paiement dans la devise de notre choix. Je pense donc qu'il s'agit de la situation iranienne, de la situation au Proche-Orient, voire de la situation en Israël, agissant comme le proxy de l'Amérique pour conquérir le pétrole irakien, le pétrole syrien, et pour menacer les autres pays arabes producteurs de pétrole d'une simple prise de contrôle militaire s'ils ne continuent pas à utiliser leurs revenus pétroliers pour investir dans et financer l'économie américaine. Tout cela fait partie de la stratégie de sécurité nationale plus large. Je pense que nous faisons probablement un meilleur travail pour expliquer cette stratégie dans votre émission que ne le fait le document du 4 décembre lui-même. Bien que bien sûr il soit important pour la franchise avec laquelle il tente d'exprimer les ambitions américaines pour une nouvelle guerre froide, sans vraiment décrire la manière dont nous voyons sa stratégie se déployer. Si je pouvais juste ajouter une chose, Nima. If I could just add one thing, Nima. Vas-y, Richard. I thought emblematic was von der Leyen's deal. Je pense que l'exemple le plus emblématique était l'accord de von der Leyen avec Trump. Il date de 2 ou 3 mois maintenant, mais c'était cette étape finale où M. Trump a abaissé les droits de douane sur les pays européens en général à environ 15 ou 16%. Et en échange de cette concession, un exemple de la notion de Michael, nous allons réduire les dégâts que nous vous causons. Von der Leyen a accepté 2 choses. Premièrement, qu'il y aurait un achat d'environ 700 milliards de dollars de gaz naturel liquéfié comme source d'énergie pour l'Europe à un prix environ 3 fois supérieur à ce que l'énergie équivalente aurait coûté s'ils avaient acheté du pétrole et du gaz russe par pipeline ou par voie maritime. Et la deuxième chose que von der Leyen a accepté de faire a été de créer un fonds d'environ 700 à 750 milliards de dollars sur les 5 à 10 prochaines années, de l'argent européen qui serait investi aux États-Unis. Or, il existe un mot en anglais pour ce que von der Leyen a accepté. Ce mot, c'est tribute. C'est le tribut qu'un membre subordonné d'un empire verse à celui qui dirige l'empire. C'est comparable à ce que Rome recevait des peuples qui l'entouraient, ou à ce que l'Empire ottoman percevait à l'apogée de sa domination, et ainsi de suite. Avant le document du 4 décembre, tout cela était justifié par les responsables politiques européens comme une étape nécessaire pour gagner la guerre en Ukraine et maintenir l'alliance de l'OTAN. Eh bien, la guerre en Ukraine est terminée en ce qui concerne la question de savoir qui l'emporte, et l'alliance de l'OTAN en est à son dernier voyage en vertu du document du 4 décembre. Et cela va, en réalité, et c'est là mon point, libérer ces médiocres dirigeants européens pour qu'ils prennent une autre direction. Car la voie qu'ils suivaient signifiait que l'opposition de gauche, forte dans des pays comme l'Espagne et la France, et l'opposition de droite, forte dans des pays comme l'Allemagne et la Pologne, aurait désormais moins d'occasions de renverser ces dirigeants, puisqu'ils ne seraient plus en position de se moquer d'eux pour avoir payé le tribut. Chaque pays européen saurait que son développement économique est gravement entravé par ce que von der Leyen a accepté de faire. Cela n'aurait jamais dû arriver. Et maintenant, eux aussi ont un choix à faire. Eux aussi. Vous savez, il y a une rumeur, je ne sais pas si elle est vraie,
Mais il y avait une rumeur il y a 2 ans selon laquelle Macron aurait demandé aux BRICS si la France pouvait les rejoindre et qu'il aurait essuyé un refus. Eh bien, je pense que nous allons voir la résurgence de ces idées maintenant, d'une manière que nous n'aurions pas connue sans ce document et ce qu'il expose en anglais, clair à la vue de tous. Michael, si les pays cessent de détenir des bons du Trésor américain, il me semble que les États-Unis perdraient non seulement leur domination mondiale, mais aussi le moteur financier qui alimente leur propre armée. Je ne sais pas si cela a été pris en compte, si cet état d'esprit a été envisagé dans les documents. Eh bien, on pourrait penser que c'est assez logique. Mais Donald Trump dit qu'il y a un côté positif. Il a déclaré vouloir que le dollar baisse. C'est l'une des raisons pour lesquelles il souhaite que la Réserve fédérale abaisse les taux d'intérêt, afin que les Américains vendent leurs titres du Trésor et achètent des obligations d'États étrangères, offrant un meilleur rendement. Et Trump dit que, si le dollar baisse, cela rendra nos exportations et notre industrie plus compétitives. Le problème, c'est qu'il n'y a plus vraiment d'industrie avec laquelle être compétitif. Il vit dans un monde imaginaire. Une grande partie de la stratégie de Trump, ainsi que de la stratégie de sécurité nationale, repose là-dessus. Tout cela relève du fantasme. Et l'idée, c'est que, eh bien, le rapport n'a cessé d'insister, malgré tout ce qu'il a dit sur l'Europe, comme Richard vient de le mentionner, les derniers jours ont encore apporté de nouvelles pressions. Le Wall Street Journal d'aujourd'hui indique que les États-Unis ont élaboré une nouvelle stratégie visant à pousser l'Europe à saisir les 200 à 240 milliards de dollars que la Russie détient en dépôt en Belgique auprès d'Euroclear. Le journal affirme qu'un plan complet a été mis en place à cet effet. Il y a quelques mois, les États-Unis ont engagé BlackRock, la société d'investissement. Ils ont annoncé leur intention de confier à BlackRock un contrat pour examiner toutes les manières dont les entreprises américaines et leurs filiales européennes peuvent tirer profit d'investissements en Ukraine, notamment dans les terres rares et d'autres secteurs similaires. Et le chef de la faction allemande la plus anti-russe, Merz, a travaillé pour BlackRock, ce qui lui confère un avantage personnel. Il peut quitter le gouvernement et retourner travailler pour BlackRock en aidant à investir et à réaliser d'énormes profits et plus-values grâce à cet investissement américain et européen en Ukraine, dont probablement 30 à 40% seront de purs profits surfacturés, comme c'est généralement le cas dans le développement immobilier. Et en somme, tous les pots de vin et les petites enveloppes blanches remplies d'argent, comme on dit, vont à toutes ces personnes. Voilà donc le véritable plan. Je pense que l'idée est que tout cet argent sera saisi et utilisé comme fonds d'investissement en Ukraine. Et l'une des choses folles que le Wall Street Journal a dites, c'est qu'ils vont avoir la centrale nucléaire de Zaporizhia, si c'est bien ainsi que ça se prononce. Oui, merci. La centrale nucléaire va être utilisée pour alimenter tout un centre de traitement de l'information, car l'information, l'intelligence artificielle, exige d'énormes quantités d'électricité. Cette électricité n'est pas disponible aux États-Unis, et elle ne l'est évidemment pas non plus en Europe, car il faut du gaz, de l'énergie atomique ou de l'énergie solaire pour cela. Je n'ai pas mentionné auparavant que l'un des moyens de bloquer l'autosuffisance énergétique étrangère, au lieu de dépendre du pétrole américain, est l'énergie solaire et éolienne. La production d'électricité aux États-Unis est restée absolument stable au cours de la dernière décennie. Le Wall Street Journal a un excellent graphique à ce sujet. La production d'électricité de la Chine, elle, a fortement augmenté, et l'une des principales sources de cette hausse réside dans ses panneaux solaires et son énergie éolienne.
United Nations in the climate Aux conférences sur le climat, les Nations Unies ont tenté de promouvoir la dédollarisation. Les États-Unis ont empêché les Nations Unies et d'autres pays de décarboner leurs économies et de passer à l'énergie solaire et éolienne, car la Chine est le producteur de panneaux solaires au prix les plus compétitifs jamais atteints et les plus efficaces, ainsi que le principal fabricant des pales métalliques des éoliennes qui produisent l'énergie du vent. J'aurais dû le préciser. Eh bien, l'espoir est que l'Ukraine puisse, d'une manière ou d'une autre, utiliser l'énergie nucléaire de Zaporizhzhia. Tu as raison, je n'arrive tout simplement pas. Ma langue anglo-saxonne occidentale n'arrive pas à articuler ces consonnes très facilement. Donc, d'une certaine manière, c'est censé faire cela. Eh bien, il n'y a aucun moyen que cela se produise, car la centrale électrique se trouve dans une partie du Donetsk qui fait déjà partie de la Russie. C'est pas une partie de l'Ukraine, et la Russie ne va pas fournir d'électricité à l'Ukraine. En fait, l'un des problèmes, Eve Smith a écrit un très bon article à ce sujet dans Naked Capitalism aujourd'hui, est de savoir comment l'Ukraine va obtenir de l'électricité. Et par Ukraine, j'entends ce qu'il restera de l'enveloppe qui serait encore appelée Ukraine après que les régions russophones auront rejoint la Russie. En représailles aux bombardements ukrainiens sur les raffineries de pétrole et les sources d'énergie russes, la Russie a bombardé les sources d'énergie ukrainiennes. C'est l'un des principaux moyens par lesquels on essaie d'accélérer la fin de la guerre en Ukraine. Une proposition d'accord mutuel a été faite pour ne pas bombarder les installations énergétiques de part et d'autre, mais les Américains ont dit aux Ukrainiens « Non, non, nous voulons frapper l'énergie de la Russie, même si ce n'est qu'une piqûre d'épingle. Il vaut mieux que vous restiez tout gelé dans le noir, que tout votre pays soit bombardé par la Russie, juste pour infliger une petite blessure à la Russie. » Voilà la logique. La question est donc la suivante. Comment l'Ukraine, maintenant que l'ouest du pays n'a plus de générateurs ni de transformateurs pour l'énergie, est-elle censée s'en sortir? Elle dispose des installations de production, mais sans transformateurs. Comment convertir l'énergie nucléaire, pétrolière ou gazière en électricité? Eh bien, il faut des transformateurs et des équipements électriques qui ont suivi les normes soviétiques pendant de nombreuses décennies et qui les suivent encore aujourd'hui. Tout comme les entreprises russes d'énergie et d'électricité respectent ces mêmes normes. Cela signifie que les entreprises occidentales ne vont pas dire « Très bien, nous allons reconstruire votre matériel en Occident. Cela nous fera une exportation. » Le marché de l'équipement électrique post-soviétique n'est tout simplement pas assez vaste pour justifier un tel investissement. Ainsi, seule la Russie peut produire le matériel nécessaire pour rallumer les lumières, les usines, l'électricité, le chauffage et les fours en Ukraine occidentale. Et cela ne se fera pas gratuitement, car on s'attend à ce que l'Ukraine occidentale paie des réparations pour l'attaque qu'elle a menée contre les russophones. Ainsi, tout ce fantasme auquel l'Europe a adhéré, dirigé par von der Leyen et Kaja Kallas, continue de prospérer, malgré tous les rapports de sécurité nationale affirmant que l'Europe n'a plus de viabilité, car ses dirigeants sont totalement rejetés par tous les sondages d'opinion. Je crois que Macron est à environ 12% de popularité, peut-être 20% pour Merz, et Starmer est complètement écarté de la politique britannique. Le système politique européen s'effondre, et c'est, je pense, la raison pour laquelle Richard a dit que le système militaire et de guerre froide et l'OTAN s'effondrent à cause de tout cela. Oui, je pense aussi qu'il y a le symbolisme et il y a la réalité. Je comprends que c'est le symbolisme qui motive cette affaire de saisie des avoirs russes.
Cela permet à Merz, Macron et Starmer de continuer à financer cette guerre, ce qu'ils estiment nécessaire pour rester au pouvoir. Ils prétendent retenir l'horrible ours russe qui menace d'envahir toute l'Europe. Ils ne peuvent pas admettre que déplacer la frontière de l'OTAN jusqu'aux portes de la Russie a été un acte provocateur. Ce mot ne peut pas être prononcé, car ce serait de la propagande de Poutine. Il faut donc inventer autre chose. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est que Poutine serait un impérialiste fou qui veut conquérir toute l'Europe. Et, vous savez, quand on s'aventure dans ce genre de symbolisme grossier, on en arrive aux remarques de Kaja Kallas d'il y a quelques semaines, lorsqu'elle a prononcé un discours expliquant que la Russie avait envahi l'Europe 19 fois et que l'Europe n'avait jamais envahi la Russie. C'est une affirmation qui dépasse de loin les limites de compétence de notre président par sa pure ignorance de l'histoire moderne. Vous savez, il n'y a pas de Napoléon, pas de Première Guerre mondiale, pas de Hitler. Dans son univers, tout se résume à M. Poutine. Je veux dire, cela montre à quel point ils sont déconnectés. Mais voici le point essentiel. 200 milliards de dollars, ce n'est tout simplement pas suffisant pour tout cela. C'est un bon symbole. Cela permet à ces dirigeants européens d'éviter de se présenter devant leur Parlement et de demander de l'argent pour sauver leur carrière politique, car cette option n'existe plus pour eux. Elle n'est plus disponible, donc ils ont besoin d'un autre panier. Et ils font quelque chose que, en fait, je crois que les États-Unis, quoi qu'en dise cet article, je peux me tromper. Mais d'après ce que j'ai compris, les États-Unis soutenaient la position belge, selon laquelle cela est bien plus dangereux pour la viabilité à long terme de l'Europe en tant que lieu où placer son argent et du dollar en tant que refuge pour l'argent des riches et des gouvernements du monde entier. Porter atteinte à cela, simplement pour sauver la carrière d'un politicien qui sait, comme tout le monde, que la guerre qu'il soutient est vouée à être perdue. Je veux dire, peut-être que si cela passe, cela montrera que l'Europe est dans une position encore plus désespérée que je ne le pense, et que ce document laissait entendre. Je pense qu'il y a beaucoup de gros titres, beaucoup de détours, beaucoup de lueurs d'espoir. Mais vous savez, le FMI n'aime pas ça. La Banque mondiale n'a pas aimé ça. Le gouvernement belge n'a pas aimé ça. L'agence de régulation en Belgique qui s'en occupe n'a pas aimé ça. Les États-Unis non plus, et ils se gardent bien de le soutenir officiellement. Donc à mon avis, c'est une manifestation du désespoir d'un empire mourant engagé dans une guerre perdue. On voit apparaître ce genre de propositions. Eh bien, c'est cette désespération qui a conduit à ce que rapportait le Wall Street Journal, qu'il existe aux États-Unis, notamment au sein du département d'État, des groupes qui font pression précisément pour cela. Donc évidemment, les États-Unis tiennent un double discours. Vous avez accusé la dame estonienne Kaja Kallas d'être ignorante. Eh bien, quand j'étais enfant, dans les années 1950, il y avait une émission de radio que j'écoutais, intitulée It Pays to be Ignorant. C'était à moitié un jeu questionnaire comique. Et en effet, il est avantageux d'être ignorant, et je suis certain que cela a très bien profité à Madame Kallas. Il y a des doutes quant à savoir s'il y a eu pas mal de détournements de fonds sous sa direction. Et la question est, qu'est-ce qui sera le plus fort? Le récit ou la réalité? Eh bien, nous avons vu le récit du capitalisme industriel, du libertarianisme, des marchés libres et des crypto-monnaies être plus fort que la réalité de tout cela depuis de nombreuses décennies. Ce n'est pas parce qu'une chose n'est pas réaliste qu'elle ne peut pas dominer l'opinion publique. De toute évidence, cela n'a pas fonctionné pour Starmer, Merz et Macron. Mais les États-Unis gardent toujours l'espoir éternel que l'ignorance et le récit puissent l'emporter sur la réalité et l'intérêt matériel.
reality and material self-interest. Oui. Richard, veux-tu ajouter quelque chose avant que nous terminions? Add something before wrapping up? Yeah, I would like to make Oui, encore une fois, j'aimerais faire une remarque. Si les États-Unis, comme le suggère cet article du 4 décembre, ravivent, ou peut-être réaffirment, c'est le mot le plus juste, la doctrine Monroe, et se replient ainsi d'un effort pour contrôler le monde entier vers un effort pour contrôler l'Amérique latine, si cela correspond réellement à un changement stratégique, et si le Venezuela en est un signe quant à ce que les États-Unis sont prêts à faire, alors je pense que l'on verra aussi, en plus de tout ce dont nous avons parlé, une lutte majeure émerger dès maintenant et dans les années à venir entre les États-Unis d'un côté et des forces importantes en Amérique latine de l'autre. Vous ne pouvez pas recommencer cela. Vous l'avez fait depuis 1830, lorsque la doctrine Monroe a commencé, jusqu'à aujourd'hui. begins to the present. Okay. But you cannot keep doing D'accord. what might have worked. Mais on ne peut pas continuer à faire aujourd'hui ce qui a pu fonctionner dans un siècle passé. Et à titre d'exemple, je vais vous dire, avec toutes les complications que cela comporte, qu'il fut un temps où le colonialisme de peuplement était possible. Les Britanniques pouvaient installer des colons en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud, aux États-Unis, au Canada, et ainsi de suite. Et l'on pouvait tuer un grand nombre de personnes pour libérer des terres afin d'y installer son propre peuple. Mais cela n'est plus possible aujourd'hui. Ou, pour le dire autrement, tenter de le faire aujourd'hui revient à se retrouver dans la situation d'Israël et de la Palestine. Et regardez ce que cela a produit. On peut peut-être s'en tirer dans un pays comptant environ 8 millions d'Israéliens et 8 millions de Palestiniens. Mais on ne peut pas faire cela avec les États-Unis et le Brésil, ou le Chili, ou le Mexique. Or Chile or Mexico. And this is a recipe for Et c'est une recette pour une violence indicible, de l'amertume et de l'organisation. L'Organisation des États américains est une institution fracturée. Son silence à propos de ce qui se passe au Venezuela, ou son silence relatif, est lourd de sens. Mais je ne pense pas que ce soit une institution viable. Je pense qu'il y aura des efforts de la part des Latino-Américains pour riposter. Ils sont aujourd'hui mieux organisés pour le faire qu'ils ne l'ont jamais été. Et ils auront des alliés en Russie, en Chine et ailleurs. Ce ne sera pas un arrangement sûr pour les États-Unis, car le reste du monde ne le respectera pas. La doctrine Monroe, pour rappel, était un accord, et c'était un accord conclu entre les États-Unis et la Grande-Bretagne, car les Britanniques avaient tenté d'empêcher l'indépendance des États-Unis, une colonie en fuite. Mais à la surprise générale, elle avait été vaincue lors de la guerre d'indépendance en 1766, puis de nouveau pendant la guerre de 1812. Après avoir été battue 2 fois, elle comprit ce qu'elle ne pouvait pas faire et conclut un accord. Vous prenez l'Amérique latine, nous prenons tout le reste. Et c'est ainsi que le reste de ce siècle s'est déroulé. Mais cela n'est plus possible aujourd'hui. L'anticolonialisme est désormais la construction idéologique dominante dans le monde, adoptée par la grande majorité de ses habitants. Très peu, seulement un pays qui imagine que l'alternative à ce que je viens de décrire serait encore pire, entreprendrait l'initiative stratégique formulée dans le document du 4 décembre. Oui, je suis d'accord. Great. Yeah. Oui, exactement. Merci beaucoup, Richard et Michael, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Un grand plaisir, comme toujours. Always. D'accord. Prends soin de toi. Toi aussi. Yeah. Bye-bye. Au revoir.